Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sud, le rendez-vous de l'économie au Sud. Et l'économie au Sud, c'est beaucoup l'immobilier, la construction, le bâtiment. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, à l'occasion notamment du Salon de l'immobilier qui se tient à Montpellier dans quelques jours, Xavier Bringer est là. Xavier Bringer, bonjour. Vous présidez la Fédération de la promotion immobilière du Languedoc-Roussillon. Une quarantaine de promoteurs immobiliers, 42, 43 49 exactement. 49, je vais pouvoir dire une cinquantaine bientôt. À vos côtés, c'est le coup de cœur. Owen Klus, il fait dans l'immobilier et dans l'innovation, dans le bâtiment, dans la construction, avec des modules ossature bois. Vous allez voir, vous n'en avez pas encore vendu beaucoup en Languedoc-Roussillon. Ça viendra, ça viendra. Bon, peut-être là, avec votre voisin de gauche, là, vous allez peut-être pouvoir faire des deals. Ça sert aussi à ça, Éco-Sud. Et puis, en face de vous, Patrick Belmoux, on l'a eu sur ce bonjour, on l'a eu sur ce plateau, c'était il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie d'un de votre ouvrage sur la construction de maisons individuelles. Et là, vous nous revenez pour présenter un colloque avec vos confrères juristes et avocats sur la vente en état futur d'achèvement. Ça vous parle, ça, Xavier Bringer ? C'est votre quotidien, ça. La vente en futur d'achèvement, c'est le quotidien, c'est l'ensemble de nos ventes dans la promotion immobilière. Le salon de l'immobilier, je vous le disais, ça se déroule donc ce vendredi au Quorum. Ça doit faire une vingtaine d'années au moins que ce salon existe. 14, 15 et 16 mars 2014. Demain, jeudi, Xavier Bringer, vous présentez les chiffres définitifs du marché de l'immobilier dans la région sur l'année 2013. Là, on voit quelques images du salon de l'immobilier, on en reparlera tout à l'heure. Sur 2013, les chiffres. Ils ont été bons, ils ont été moyens, ils ont été médiocres. Alors, les chiffres de 2013 qui étaient annoncés sur une stabilité par rapport à une année 2012 qui était en très forte baisse. 2012 on avait remarqué une baisse de plus de 50% du volume de vente nette par rapport aux années 2010 et 2011. Donc 2012 a été une forte année de baisse. 2013 est en stabilité par rapport à cette année 2012. Donc, une stabilité, on va le dire heureusement, parce qu'on a arrêté cette descente aux enfers. On aurait souhaité une hausse. Après cette année, cette première année présidentielle, on pense que cette année 2013 a préparé, nous l'espérons, un rebond pour l'année 2014. Alors, par exemple, on voit ici des images de Montpellier, de tous ces nouveaux quartiers. On voit ça fleurir de partout, on voit des rues partout. Mais au final, vous avez livré, vendu, c'est ça, en 2013, aux alentours de 2000 appartements neufs, c'est ça ? Contre près de 4000 avant 2012. Alors, ce que l'on voit en construction, c'est ce que nous avons vendu 2 ans avant. Donc, ce que vous voyez en construction dans l'année 2013, c'est ce que nous avons vendu en 2011. 2011 qui était une bonne année. Ce que nous allons voir en construction cette année, c'est ce que nous avons vendu en 2012. Et là, on va voir moins de rues sur Montpellier. Ce qu'il faut, c'est que cette période, avec moins de rues sur Montpellier, soit le plus courte possible. Et c'est ce que l'on dit, ce que l'on rabâche aujourd'hui à l'ensemble des maires, à la fois de Montpellier, du futur maire, et puis des autres maires de la région de Languedoc-Roussillon. L'économie due à l'immobilier est une économie très forte dans notre région. On a besoin d'accueillir beaucoup de monde, parce qu'on a un taux démographique 2 fois plus fort que la moyenne nationale. Et donc, il faut retrouver cet élan de la construction, cet élan de la construction de logements pour faire les ventes en 2014 et commencer à vraiment reconstruire en 2015. Alors, pour avoir une idée, 2000 appartements, c'est ça à peu près, un petit peu moins ? Sur Montpellier, sur l'agglomération montpelliéraine, c'est aux alentours de 2000, en 2013 de vente. Pour une année moyenne qui devrait se trouver aux alentours de 3500. Donc vous avez déjà fait plus de 3500 ? On a déjà fait jusqu'à 3800 ventes sur l'agglomération de Montpellier. Donc, une bonne moyenne est aux alentours de 3500. On mesure l'impact du nombre d'appartements en moins, donc de construction en moins. Tout à fait. C'est assez impressionnant. Sur les autres grands secteurs de la région ? Alors, sur les autres grands secteurs de la région, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2012, il n'y avait plus que Montpellier qui fonctionnait. L'année 2013, Montpellier est resté à peu près stable et on a quelques petits ressauts, mais quand on dit
Perpignan, Narbonne, Nîmes avaient touché le fond de la piscine, c'était qu'ils étaient presque en dessous du fond de la piscine. Aujourd'hui, il y a presque à zéro, il y a quelques concrètement, presque à zéro, quelques dizaines d'appartements vendus par an. Tout à fait, un marché qui s'était totalement écroulé. On a ressenti en 2013, dans ces 3 villes importantes de notre région, un petit rebond qui s'exprime en termes de pourcentage, avec des pourcentages très forts. En volume, c'est pas encore ça, mais on est quand même rassuré de voir ces marchés reprendre un tout petit peu de couleur. Alors ça, c'est l'état global du marché. Pourquoi ? Il y a la crise, effectivement, qui affecte le pouvoir d'achat. Peut-être les gens qui se disent « je vais attendre avant de me lancer dans un projet immobilier ». Il n'y a pas que ça. Il y a la problématique également des investisseurs, des lois d'accompagnement de l'investissement. Il y avait la loi Cellier, il y a la loi Duflot. La loi Duflot a du mal à prendre. C'est essentiellement, dans notre région, l'investissement locatif qui a toujours fait avancer la construction et fait avancer la ville. C'est sur les 15 dernières années, la partie de vente aux investisseurs était entre 70 et 75%. Cette année, en 2013, on a fait plus 30% en résidence principale. Donc une très très bonne année sur la résidence principale. Sauf que le volume de la résidence principale est faible par rapport à ce que représente l'investissement locatif. La loi Cellier, la loi Duflot, sur le papier, c'est quasiment la même chose. Sauf que la loi Cellier, elle s'appelait Cellier, la loi Duflot s'appelle Duflot. Et pour les investisseurs, le nom du ministre, pour eux, c'est une loi sociale. Pourtant, c'est la même. Donc, il faut, de la part du gouvernement, et on lui demande depuis longtemps, dire que ce régime de loi d'investissement locatif, il est bon, mais ça, quand on le regarde, on le sent bien. Mais 2, de pouvoir communiquer en disant « nous avons besoin de vous ». Les investisseurs, parce que l'investissement dans le logement en France, c'est de l'investissement fait par des Français, avec des entreprises locales, et pour loger des Français. Donc, quand on a un ministre du redressement productif qui dit « Made in France », je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de construire nos logements. Il y a un léger problème de marketing, alors peut-être. Il y a un très gros problème de marketing, et on sent avant les municipales, le logement est redevenu une priorité. 3,5 millions de personnes mal logées en France, c'est redevenu une priorité. C'est redevenu, entre guillemets, un sujet à la mode politique. Avant les municipales, nous, ce que l'on veut, c'est que ce sujet ne soit pas à la mode, parce que c'est une réelle réalité de terrain. Il faut construire plus. Et pour demain, après les municipales, nous l'espérons que ce message gouvernemental continuera tel qu'il se fait depuis quelques mois. Alors, autre précision, ça peut sembler un paradoxe, mais vous allez nous expliquer pourquoi ça n'en est pas un du tout. La baisse du nombre de ventes n'a aucun impact sur les prix. Nous sommes dans un pays où la régulation de la production de logements neufs est excessivement bien faite. Par exemple, en Espagne, il y a 1 million de logements en trop. Il y en a 1 million Et chez nous, il y en a 1 million en moins. Alors peut-être qu'on n'a pas construit assez, mais tout du moins... Peut-être qu'eux, ils ont construit un peu trop. Et eux, ils ont sûrement construit beaucoup trop. Aujourd'hui, en France, c'est le marché, c'est pour ça que ça reste une valeur très sûre, le logement en France, c'est le marché où l'ensemble du marché économique est basé sur la valeur du logement. Donc on est dans un marché un peu en pénurie, mais un marché très protégé, qui n'est pas une bulle spéculative. Nous vendons quand on a des acquéreurs. Quand il n'y a pas d'acquéreurs, on arrête de construire. Vous ne lancez pas la construction. On ne lance pas la construction. Donc si vous n'arrivez pas à vendre au prix que vous estimez, vous, normal, vous ne lancez pas la production. Donc vous ne faites pas de baisse de prix pour pouvoir vendre un produit. Vous n'avez pas de stock au fond. Aujourd'hui, on n'a pas de stock. Et aujourd'hui, on vend à un prix de vente qui est le coût de revient, plus un peu de frais de gestion et une marge. Une marge qui est constante, qui est demandée par les établissements financiers. Aujourd'hui, pour mettre en vente plus, soit il faut plus d'investissement locatif, ça c'est la première chose, il en faut plus. Deuxièmement, il y a aussi peut-être une nouvelle conception du logement à avoir, une conception d'un logement que l'on peut dire abordable mais sans aide de l'État et sans péréquation entre un logement cher et un logement un peu moins cher. Un logement qui répond à toutes les qualités que doit avoir un logement, mais peut-être avec des infrastructures plus raisonnées.
un foncier un peu moins cher parce que l'État aura fait un vrai choc du foncier et un logement un peu plus adapté. On n'est pas là pour construire que des Rolls et des BMW. À un moment, on peut bien habiter dans un logement, même si c'est une Renault, une Peugeot, qui conserve et qui répondent à toutes les normes françaises. Aujourd'hui, il faut vraiment arriver à cette nouvelle conception du logement parce qu'on doit loger tous les Français, les riches, les classes intermédiaires, les pauvres. Aujourd'hui, on fait beaucoup de logements sociaux. Il y a encore un marché, on va dire, haut de gamme qui est porté. Je crois qu'on a vraiment oublié la classe moyenne et il faut qu'on réagisse. Le cœur de la société française. Avant de parler du salon de l'immobilier, une dernière précision, il y avait cette conférence, en tout cas ce débat, c'était ce lundi au Quorum avec la Fédération du bâtiment. Vous y étiez invité. Ils ont beaucoup insisté, hein, les constructeurs, sur la nécessité de faire appel aux entreprises françaises, en tout cas celles qui respectent au maximum, au mieux, la législation française plutôt que celle qui travaille avec du personnel détaché européen. Vous êtes en phase avec cet objectif-là? Je le disais tout à l'heure, la construction du logement en France, c'est made in France. Et dans le made in France, on pourrait dire fabriqué en France, avec des entreprises françaises. Et pour soutenir l'emploi local, en plus, en Languedoc-Roussillon, la fédération s'est renommée l'excellence au cœur de la vie, au cœur de la ville. L'excellence au cœur de la vie, au cœur de la ville, c'est d'abord faire travailler nos salariés français de notre région. Alors, salon de l'immobilier, pour vous faire une idée, puis pour céder à un coup de cœur peut-être, ce sera le 14, 15, 16 au Quorum à Montpellier. 110 exposants, 5 à 6 000 visiteurs attendus, des conférences. Vous y serez présents également. Il y aura la distribution des prix, les fameuses pyramides. Tout à fait. Avec encore de belles réalisations, quelques folies. Je ne sais pas si les folies ont été sélectionnées parmi les lauréats de cette année. Alors... vous pouvez ne pas dévoiler le... Non, mais la première folie aujourd'hui... Le concours de ce qu'on appelle les pyramides, c'est un concours des bâtiments qui viennent de commencer à être mis en chantier. La première folie, ça sera pour l'année prochaine. D'accord, ce sera pour l'année prochaine. Alors, juste un mot pour m'aider à lancer le sujet qui arrive tout de suite. À Nîmes, vous le disiez, c'était tombé très très bas en matière de promotion immobilière, d'appartements, de construction d'appartements neufs. Plus 43%, ça veut dire combien ? Alors, plus 43%, ça veut dire 220 logements. 220 logements quand on est à 2000 à Montpellier. Hein, donc, on mesure l'écart entre les deux agglomérations, sachant qu'il n'y a pas 10 fois plus d'habitants dans Montpellier, son agglomération, que dans celle de Nîmes. Il y en a 2 fois plus, peut-être 2 fois et demi maximum. Nîmes est un marché en grande souffrance. Le maire sortant, Jean-Paul Fournier, je crois que cette année a pris... peut-être la mesure de cette dégradation du marché, tout du moins dans ses dernières paroles. L'agglomération de Nîmes mérite peut-être pas de construire 2000, peut-être pas la moitié de Montpellier, mais au moins 800 logements par an. On est à 220 logements vendus. Il y a beaucoup à faire. C'est une ville qui est superbe sur plein de raisons. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre région, il y a une colonne vertébrale, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan. Et ces 2 dernières années, le marché s'est trop concentré sur Montpellier. Il faut absolument le rediversifier. Et sur Nîmes, elle a tous les atouts pour vraiment... Pour être le deuxième grand marché du Languedoc-Roussillon. Alors, en tout cas, Nîmes et son agglomération, Nîmes Métropole, essayent de faire valoir leurs atouts en matière d'accueil d'entreprises, notamment dans le secteur de la logistique qui requiert des très grandes surfaces, avec beaucoup de grandes entreprises qui sont en train de s'installer sur les différents acti-parcs nîmois, sur la commune de Nîmes, mais également sur celle de Garon. Un reportage d'Olivier Michel. Le développement économique passe par l'implantation d'entreprises. Or, pour s'implanter, il faut des terrains. C'est là qu'intervient la SAT, Société d'aménagement des territoires, créée en 1986.
Notre métier, c'est d'acheter des terrains, de définir un projet d'urbanisme avec les collectivités locales et ensuite de faire les travaux d'aménagement et de revendre à des investisseurs ou des promoteurs. Sur Nîmes Métropole, 4 zones d'activité économique dites ActiPark ont ainsi été aménagées sur 112 hectares, des espaces commercialisés en marketing direct sur des salons nationaux et vendus clé en main. Il faut que soit commercialisable immédiatement. Lorsque vous rencontrez une entreprise, quelle est la possibilité de déposer un permis de construire le lendemain matin ? Et la chance de Nîmes aujourd'hui, c'est d'avoir mené une politique anticipatrice sur le foncier depuis maintenant plusieurs années, d'avoir mis en œuvre par ailleurs le très haut débit sur le territoire de Nîmes Métropole. Autre atout, la situation géographique. Implanté en sortie de l'autoroute A54, l'ActiPark de Mitra s'est commercialisé en un an à 60%. Les 6 implantations prévues vont créer 850 emplois directs, dont 350 pour la seule plateforme de logistique Prologis. Alors l'atout principal, c'est cette frontière entre guillemets régionale. Vous êtes à pile poil entre la Languedoc-Roussillon et PACA. C'est un bassin qui se développe énormément, également économique, et un bassin d'emploi qui est suffisamment fort pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Parmi les filières qui doivent doper l'économie locale, la logistique, le tertiaire, les nouvelles technologies et prochainement la filière risque, avec un souci, celui de mettre en adéquation les formations et les offres d'emploi. Lorsqu'une entreprise vient s'implanter, il faut que le profil des emplois corresponde au profil en termes de formation que dispensent nos instituts de formation. Sinon, quand une entreprise vient s'implanter, elle fait appel à de la main-d'œuvre à l'extérieur, et lorsque vous faites venir de la main-d'œuvre de l'extérieur, vous avez une personne qui répond à une demande d'emploi, mais vous amenez également un demandeur d'emploi. Aujourd'hui sur Nîmes Métropole, 45 hectares restent à commercialiser, auxquels s'ajouteront, courant 2015, les 67 hectares de la tranche 2 de Mitra et d'un 5e ActiPark, celui du Tech à Marguerite. Et il faudra loger donc tous ces futurs salariés. Patrick Belmoux, le contrat de vente en état futur d'achèvement, donc c'est une de vos autres spécialités avec le contrat de construction de la maison individuelle. Vous proposez avec quelques confrères les robes du droit de la construction. Ce sera ce lundi. On va donner le lieu à la faculté de droit. C'est lundi d'après, le 24 mars. Ah, le 24 mars, pardon. Faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Pourquoi il y a besoin d'échanger aujourd'hui sur ce contrat de vente en état futur d'achèvement? Il y a des évolutions? Oui, contrat de vente à état d'achèvement et contrat de construction de maisons individuelles. On a eu l'idée de traiter ces deux sujets, d'essayer de trouver des dénominateurs communs. Vous savez, la jurisprudence évolue tous les jours dans ces domaines. La Cour de cassation rend des arrêts régulièrement qui modifient considérablement l'application de ces textes. Et donc, avec Solange Becquet, qui dirige le Master 2 de droit de la construction et de l'urbanisme, on a demandé aux meilleurs spécialistes français de venir traiter chacun de questions particulières dans ces domaines. Est-ce que ça veut dire que ce type de contrat, qui est quand même assez ancien, les promoteurs travaillent avec depuis des années, à très très grande échelle, ça reste quelque chose qui n'est pas très stable ? Non, ce contrat, c'est depuis 1967. 67. La vente en état futur d'achèvement. Non, ce contrat est stable, mais vous savez, comme toutes les lois, elles sont sujettes à modification et sujettes à interprétation par la jurisprudence. Par contre, ce qu'on peut dire de cette loi de 1967, c'est qu'elle est extrêmement protectrice des intérêts des acquéreurs, des consommateurs. Donc est-ce qu'il y a un conseil à donner aux acquéreurs particuliers? C'est la norme aujourd'hui, cette VFA? C'est la norme dans la mesure où nous sommes dans le secteur protégé, c'est-à-dire le secteur d'habitation. Effectivement, lorsque l'on se porte acquéreur d'un appartement, c'est-à-dire d'un terrain plus d'une construction, c'est obligatoirement un contrat de vente en état futur d'achèvement qui doit être conclu en présence d'un notaire, en l'étude d'un notaire. Donc c'est une protection absolue, puisque vous savez qu'existe aussi ce qu'on appelle la garantie bancaire d'achèvement, c'est-à-dire que dans l'hypothèse d'une faillite, ce qui peut arriver, du promoteur, eh bien, un établissement financier, un banquier va financer l'achèvement de la construction. Donc c'est quand même une garantie absolue de l'acquéreur. Donc on conseille évidemment aux acquéreurs de bien lire les clauses. Un ou deux conseils précis justement là-dessus? Bien faire très attention à bien prendre connaissance, parce que de temps en temps il y a des difficultés quand même, de ce qu'on appelle la notice descriptive.
type mai 1968, parce que c'est en mai 1968 qu'elle a été créée, cette notice. Il y a des gens qui y travaillaient en mai 68 ? Absolument, oui, qui continuent à travailler en mai 68. Et les acquéreurs sont souvent un petit peu perdus entre ce qu'on appelle la notice sommaire que l'on conclut lorsqu'on signe un contrat de réservation, et ensuite la notice type mai 68, donc, qui est jointe à l'acte authentique lorsqu'on signe l'acte de vente en l'état futur d'achèvement. Donc, moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de demander au notaire et demander à leurs vendeurs qu'on leur propose, qu'on leur présente non seulement les plans, mais cette notice descriptive type mai 68, qui est excessivement importante, puisqu'ensuite ils vérifieront la compatibilité, la conformité de leur appartement ou de leur maison avec cette notice. Question autour des contrats VEFA et CCMI, contrat de construction maison individuelle. Lundi 24 mars, les robes du droit de la construction. On reste justement dans la construction avec le coup de cœur. Avec vous, Owen Klus, vous avez fondé et dirigé avec quelques associés une société qui s'appelle Domino avec un H. On va voir vos logos, quelques images. Vous faites du bâtiment modulaire sur mesure en ossature bois. Ça intéresse beaucoup Xavier Bringer. Mais encore, regardez ces images. Dites-moi un petit peu plus. Alors, ce qu'on voit là, donc, c'est la livraison et la pose de modules ossature bois qui font environ 15-16 mètres de long et qui comportent 2 chambres de cité universitaire entièrement finies en usine, c'est-à-dire qu'en usine, on va faire l'infrastructure, on va faire évidemment les finitions qui sont du placo tout à fait traditionnel, on va poser les meubles, faire les peintures, les sols, etc. Et on pose donc 2 chambres et leurs couloirs sur un bâtiment. Alors nous, on a une spécificité, c'est qu'on travaille 100% en ossature bois, c'est le système bois le plus léger, le plus économique. Donc c'est à la fois du module préfabriqué, mais en bois. Tout à fait, 100% bois, et donc avec ce système d'ossature, ce qui fait de cette opération, donc c'est une résidence du Crous à Toulouse, c'était un des premiers bâtiments en ossature bois, on appelle des montants Trac 60, en R+4, donc en 5 niveaux d'empilement en France. Donc là, ça prend combien de temps en réalité, ça ? Alors, les images que l'on voit, parce que là, elles sont un petit peu accélérées. Eh bien, aujourd'hui, on travaille avec différents fabricants industriels. Cet industriel va produire environ un module de 2 chambres par jour. Et on va poser sur site, avec une grue mobile, environ 7 modules par jour, soit 14 chambres. Là, c'était une opération de 100. Ça fait rêver, ça, non, Xavier Bringer? Ça va vite, là, hein? Je ne sais pas si c'est du low cost, je ne sais pas ce qu'en penseraient nos amis de la construction du bâtiment, mais... Non, il ne faut pas que ce soit du low cost. Parce que ça peut être d'excellente qualité, quoi qu'il arrive. Bien sûr. On a des bâtiments d'excellente qualité. Ça correspond, on est tout à fait sur de l'ossature bois au DTU 31.2, ce sont les normes françaises, mais qui correspondent à de l'ossature bois très qualitative. Ça, c'est un bâtiment qui est passif au niveau chauffage, avec 36 cm d'isolation dans les murs, etc., sur un coût qui est tout à fait le coût standard des opérations de résidence étudiante aujourd'hui, que ce soit justement là-dessus, il y a beaucoup ce type d'exemple-là. Vous êtes spécialisé ou vous êtes confiné à ces constructions type cité universitaire, ou vous pouvez faire du logement classique? Je vais prendre 3 exemples. Nous, quand on a commencé en 2008-2009, on était les tout premiers à faire ça avec peut-être BH, un industriel du groupe Beneteau. Justement, on commence à être connu sur ces opérations Crous parce qu'aujourd'hui, on en réalise 3 en France, avec la même équipe. Mais on ne se cantonne pas à ça. Aujourd'hui, on est en train de réaliser un collège à Clisson, donc un collège 600 pour 600 élèves, entièrement donc fabriqué en module et qui sera, dont le but est d'être transportable d'ici quelques années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et on travaille également sur beaucoup de logements collectifs, logements sociaux. Je voyais les opérations tout à l'heure en image, là, ceux qui sont faites sur Montpellier. Aujourd'hui, la construction bois n'est pas trop reconnue sur les empilements. Alors on n'aura pas le temps de voir avec Xavier Bringer quand est-ce que sera commandé le premier bâtiment ossature bois sur de la promotion immobilière à Montpellier, mais ils sont installés ici à Cap Alpha, à Prades-le-Lez. On ne peut être que ravis d'avoir des nouvelles entreprises, une nouvelle conception, mais tous ces éléments préfabriqués, comme je le disais tout à l'heure, et je pense que c'est le cas de l'entreprise Domino, ne verront leur progression que par une grande qualité. Parce qu'on a un peu l'image des anciens concepts modulaires
qui ne marchait pas très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, leur concept, il est novateur sur ce point-là. Domino Onclus, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous les trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur TV Sud pour de nouvelles aventures.